de venir pour ce webinaire intitulé Taxonomie verte, nucléaire, biomasse et gaz naturel. Donc avec un panel d'experts aujourd'hui, Stéphane et Philippe qui nous ont fait le plaisir de participer. Et puis évidemment Sarah, avec laquelle on a organisé et puis on va animer ce webinaire. Donc aujourd'hui l'enjeu, c'est de parler de la taxonomie. Sarah, tu vas pouvoir en discuter avec Philippe et Stéphane. La taxonomie, nous, on en parle tous les jours aujourd'hui chez Scale Risk. On en parle tous les jours aussi avec notre écosystème et nos clients. Avec ce qui vient de se passer, notamment avec l'Union européenne, je pense qu'on est dans le bon timing. On va pouvoir avoir un débat d'experts aussi sur le gaz naturel et le nucléaire, puisqu'en préparation du webinaire, Stéphane et Philippe, je pense que vous aviez pas mal de choses à évoquer. Donc allons-y. Chose intéressante aussi pour vous qui nous regardez. Donc, il y avait à peu près 300 inscrits. Donc, on a vraiment une communauté qui grossit et fidèle. Et donc, on vous remercie pour ça. Et donc, on va pouvoir démarrer. Sarah, je te laisse faire l'introduction de ce webinaire sur la taxonomie qui va être passionnant pour l'heure à venir. Merci beaucoup Hugo. Merci à tous d'être présents aujourd'hui et merci à Philippe et Stéphane. On va peut-être d'ailleurs commencer par eux qui sont nos experts aujourd'hui. Est-ce que tous les deux, vous voulez nous dire un rapide petit mot sur qui vous êtes et ce que vous faites dans la vie pour ceux qui ne vous connaissent pas? Stéphane, à toi de jouer. Donc moi, je m'appelle Stéphane Is, j'ai une vingtaine, un peu plus maintenant, 25 ans d'expérience dans le secteur énergie-climat. Je travaillais à l'IFPEN, chez Technip, à l'AFD et donc aujourd'hui, je suis basé à La Réunion en consultant indépendant et je développe des énergies renouvelables d'un côté, puis j'ai une activité de l'autre de réflexion. Voilà. Super, merci. Et toi, Philippe? Bonjour Sarah, bonjour à tous, bonjour Hugo. Philippe Zaweti, je dirige une société de gestion qui s'appelle Mirova, qui est spécialisée dans l'investissement responsable. Et Ça marche. Merci beaucoup à tous les deux. Rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Sarah Labbé, je suis cofondatrice d'une association qui s'appelle les Acteurs de la Finance Responsable, dont Philippe et Stéphane sont membres. Et notre association a pour objectif de sensibiliser, former, faire monter en compétence les experts de la finance sur ces sujets. Et nous sommes donc accompagnés d'Hugo aujourd'hui qui travaille pour Scale Risk. Pourquoi? Parce que je suis aussi consultante pour cette structure. Donc on essaie de faire un pont entre toutes nos activités afin de se rassembler, disons, une fois par mois pour discuter des grands sujets d'actualité. Et c'est dans ce cadre-là que nous discutons aujourd'hui de la taxonomie. Pourquoi? Parce qu'on a eu une petite surprise un 31 décembre, il y a un mois de cela, avec une nouvelle proposition, un draft qui est devenu entre-temps une certitude quasiment, concernant l'intégration d'énergies dites de transition à l'intérieur de la taxonomie européenne. Et donc ces énergies de transition, on y intégrera demain le gaz, le nucléaire, et donc ça a posé énormément de questions, ça a fait couler beaucoup d'encre dans les médias, y compris dans des médias pas forcément spécialisés, on commence à en parler plus largement. Et l'idée du coup de ce webinaire aujourd'hui, c'était d'abord peut-être se rafraîchir un petit peu la mémoire sur qu'est-ce que la taxonomie européenne, comment ça marche, à quoi ça sert, et puis dans un second temps de regarder justement quels sont les enjeux autour de ces énergies dites de transition, autour de ces grands sujets que sont le gaz, le nucléaire. On parlera aussi avec Stéphane un petit peu de biomasse, afin de bien comprendre quels sont les tenants et les aboutissants, quels sont aussi les signaux et les messages que ça renvoie auprès, que ce soit du grand public, mais aussi du reste de la planète, puisque l'Union européenne est plutôt, voire même très en avance sur ces questions de durabilité. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire d'intégrer ce type de notion dans la taxonomie? Et puis, dans un second temps, on aura l'occasion de répondre à toutes les questions de nos participants. Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure à nous mettre les questions dans le chat. On y répondra vraiment dans un deuxième temps. On va essayer de couper cette heure en deux pour avoir un maximum de temps pour répondre à des questions qui sont les vôtres et essayer voilà, de vous aider à trouver un maximum de réponses, tout simplement. Peut-être pour démarrer, on va te laisser la main, Stéphane, afin que tu nous fasses un petit rafraîchissement. Qu'est-ce que la taxonomie? Ça veut dire quoi? Comment ça marche? C'est pour quand? Est-ce que c'est déjà en place? Bon, certains d'entre nous connaissent déjà quelques réponses, mais Ouais. ça fait pas de mal pour tout le monde de se rafraîchir les idées, donc à toi de jouer. Ouais.
Merci Sarah. C'est moi qui ai la main ou c'est vous qui avez la main sur les transparents? Je crois que c'est moi qui ai la main. Je sais plus. Absolument, tu peux y aller. Voilà, très bien. Bon, je pense pas que je vais apprendre beaucoup de choses parce qu'on est plutôt devant une audience de sachants, mais enfin, disons, compte tenu du sujet, je pense que c'est important de repréciser certaines choses. Donc, la taxonomie verte, bah, c'est quoi? C'est assez simple. C'est une liste qui permet de, enfin, oui, c'est ça, c'est une liste qui permet de classifier ce que les activités jugées vertes pour l'Union européenne est censée supporter donc les grands plans de l'Union, le Green New Deal, le plan à court terme 2030, le Fit for 55 ou la neutralité carbone en 2050. Donc c'est un texte socle fondateur de ce qui va être financé dans les 20 ou 30 prochaines années qui sont essentielles pour atteindre la neutralité carbone et arriver à contrer au maximum ce risque. À deux titres d'ailleurs. Donc, les entités concernées par le texte, elles sont assez larges en fait. Donc, au départ, c'est beaucoup l'activité financière, donc les investisseurs bien sûr, les sociétés privées aussi qui sont en fait par ricochet touchées par ce que demandent les investisseurs. Et puis aussi les États membres dans une certaine mesure, puisque eux-mêmes vont investir et peuvent aussi avoir leurs activités. On va peut-être leur demander si leur activité est verte au sens de l'Europe. Les secteurs concernés, donc c'est assez large, il y a une dizaine de grands secteurs et surtout, enfin, ça fait au total de l'ordre de 80 ou 90 activités en tant que telles qui sont détaillées. Donc, ça couvre un large domaine avec quelques manques, par exemple l'efficacité industrielle, le secteur minier, la pêche, la production du verre. Mais enfin, il y a quand même un effort important qui a été fait pour couvrir un grand champ de l'activité économique. En termes de timing, donc ça fait à peu près 2 ans que la Commission européenne anime ce texte avec une omission des experts et puis différentes moutures, propositions, etc. Et donc, le texte est aujourd'hui sur la partie climat, c'est-à-dire sujet atténuation et adaptation au changement climatique finalisé, avec une application d'ores et déjà sur ces deux sujets et des applications normalement sur les prochains thèmes, une fois que les taxonomies sur les autres thèmes que le changement climatique seront élaborés. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait très opérationnel. Et donc en préparant tout à l'heure, Hugo a mentionné qu'on entendait parler, bah, c'est normal puisque c'est déjà rentré en vigueur. Et donc, ça touche aujourd'hui les opérateurs de façon pleine et entière. Donc, comment ça marche la taxonomie? Donc, il y a 4 grandes étapes. Une première étape qui est l'éligibilité. Donc, est-ce que mon activité elle est concernée ou pas par la taxonomie? Le deuxième sujet, c'est l'alignement. Dans quelle mesure donc, on est ou pas au sens des critères définis par la Commission européenne en ligne avec les différents objectifs qui sont mentionnés dans la taxonomie. Il y a ensuite un critère qui est très important, qui est en anglais « do not significantly harm », donc c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une mesure dans une activité, il ne faut pas que ça affecte les autres activités de façon significative. Et donc, imaginons qu'on a une action sur l'atténuation au changement climatique. Il ne faut pas que pour l'adaptation, pour la protection durable des eaux, pour la transition, donc tout ce qui concerne l'économie circulaire, ce qui concerne la prévention de la pollution directe et tout ce qui est biodiversité, protection des écosystèmes. Donc, on n'affecte pas de façon significative ces autres systèmes. Donc, c'est un sujet très important et c'était d'ailleurs un des sujets clés sur le rejet par un certain nombre d'experts et États, par exemple pour le nucléaire. Et puis enfin, en toute fin de processus, il y a aussi une contrainte sur la partie sociale et donc il faut arriver à non seulement donc, ne pas avoir un impact important sur l'environnement, mais aussi autant que possible préserver un certain nombre de critères sociaux. Donc, c'est quelque chose qui est très englobant et inclusif au final comme démarche. Enfin, pour terminer cette présentation rapide de la taxonomie, donc vous avez sur la partie du climat qui est aujourd'hui ce qui est en pratique opérationnelle,
deux grands sujets, donc l'atténuation au changement climatique et l'adaptation au changement climatique. Dans l'atténuation, vous avez trois catégories d'activités. Les activités qui sont d'ores et déjà bas carbone, avec des exemples, par exemple la voiture électrique, tout ce qui est production d'électricité bas carbone. Les activités qui sont en transition, par exemple la rénovation des bâtiments ou les voitures bas carbone. Et enfin, les activités qui permettent la réduction des émissions de gaz à effet de serre, typiquement les fabricants de panneaux solaires ou la fabrication des éoliennes. Et puis, sur le sujet de l'adaptation, vous avez donc deux grands types d'activités. Donc, l'activité en tant que telle qui va permettre une adaptation au changement climatique, et puis tout ce qui permet, un peu comme tout à l'heure, les panneaux solaires permettent la réduction des émissions de gaz à effet de serre, il y a des activités qui permettent de façon significative et très clairement identifier une adaptation au changement climatique. Voilà ce qu'on peut en dire donc, de cette taxonomie verte en résumé et en allant très vite. Merci beaucoup Stéphane, c'est parfait. Et peut-être puisque on a été assez rapide, on en profite tout de suite pour prendre une première question. On a Laurence qui nous dit dans le chat, y a-t-il des activités dites non vertes par code NAS ou est-ce que cela se déduit-il par complément? En clair, puisqu'on a les codes NAS de ce qui est dit vert, est-ce que tout ce qui n'est pas dans les codes NAS est considéré comme non vert ou est-ce qu'on aura demain une taxonomie brune? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Moi, je dirais, je sais pas, Philippe, tu as un avis peut-être? Oui, enfin, ce qu'on peut dire, c'est que clairement, oui, aujourd'hui, on ne peut pas considérer que ce qui n'est pas dans la taxonomie verte est non vert ou est mauvais. Hein. Ce n'est pas du tout le cas. D'ailleurs, ça serait bien embêtant parce que aujourd'hui, la taxonomie verte, ça regroupe, ça représente quelque chose comme 3 à 4% de l'activité économique existante. Hein. Alors pourquoi? Parce qu'il y a tout un tas d'activités qui ne sont juste pas concernées. Et puis parce qu'il y a aussi des activités qui sont, sans être extrêmement négatives, sont relativement neutres par rapport au sujet du climat. Ce qui explique effectivement que beaucoup de voix se sont élevées pour dire oui, mais alors du coup, ça nous dit pas ce qu'il faut éliminer de nos portefeuilles. Enfin, ça nous donne pas donc une indication sur ce vers quoi ce dont il faut s'éloigner. Et donc, il y a cette idée de créer, en plus de la taxonomie verte, une taxonomie brune, qui serait donc la liste des activités néfastes, pour le coup, au climat. Mais pour l'instant, ce n'est pas prévu par la directive, par la réglementation européenne. Hein. Donc, c'est simplement des voix qui se sont élevées là-dessus. Je crois que certains, y compris Pascal Canfin et d'autres, ont dit qu'ils étaient favorables. Mais c'est encore quelque chose qu'il va falloir pousser dans les années à venir. Merci beaucoup Philippe, c'est parfait, c'est très clair. J'espère Laurence qu'on a bien répondu à votre question. On va peut-être enchaîner maintenant avec une question qui est plutôt de l'ordre, on va dire, un petit peu plus politique. Est-ce que Philippe, tu peux nous en dire plus sur en fait, ce qui s'est passé le 31 décembre? C'est quoi le contexte? C'est quoi les enjeux politiques qui se jouent au sujet de cette intégration du gaz et du nucléaire? Quels sont les grands messages et qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce qui s'est passé? Comme Stéphane l'a bien expliqué, le processus, c'est un processus qui est basé sur la science, hein, au démarrage, pour constituer cette taxonomie verte. Et donc, la Commission européenne a donné une mission à d'abord un groupe qui s'appelait le TEG, le groupe Technical Expert Group, le groupe d'experts techniques. Et puis ensuite, ce TEG a été transformé en une institution pérenne auprès de la Commission, qui s'appelle la plateforme finance durable de la Commission. Et c'est cette plateforme qui est censée donner ses préconisations, ses indications sur ce que doivent être les listes de taxonomie verte. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut bien comprendre que cette plateforme, elle est composée à la fois d'experts du monde de la finance, du reporting des entreprises, mais aussi d'ONG hein, qui sont membres de cette plateforme. Et donc, il y a une espèce de consensus qui s'est développé au sein de cette plateforme, qui était assez clair dans les recommandations qui ont été faites sur la partie climat, qui consistait à dire, clairement, le gaz et le nucléaire ne font pas partie des actifs verts. Pour des raisons différentes, le gaz, la limite qui avait été fixée est très basse, et donc ça veut dire qu'il n'y a aucune centrale à gaz aujourd'hui telle que la technologie le permet
en tout cas sans capture du carbone, qui est éligible à la taxonomie. Donc le gaz, c'est une énergie fossile, donc c'est pas vert, en gros, hein, pour simplifier. Puis le nucléaire, si on prend le critère numéro 1, qui est est-ce que c'est favorable au climat, la réponse est oui. C'est une énergie décarbonée, donc il n'y a pas de débat sur cette question de est-ce que l'énergie nucléaire apporte une contribution à la lutte contre le changement climatique. En revanche, le deuxième critère dont Stéphane a parlé, qui est le DNSH, donc Do Not Significantly Harm, consiste à regarder si l'activité a des impacts très négatifs sur d'autres sujets environnementaux. Or, il paraît assez évident quand on regarde ça avec cet angle-là que la question notamment du traitement des déchets est une problématique, puisque parmi les autres sujets environnementaux, je rappelle, il y a notamment l'économie circulaire et la pollution. Donc, on voit bien que tant qu'il n'y a pas de solutions qui sont apportées de façon claire sur la question des déchets, la définition de la taxonomie ne permet pas, en tout cas c'était l'avis de la plateforme, d'introduire le nucléaire dans cette taxonomie. Alors là, à partir de là, il y a eu une levée de bouclier très politique de la part de la France, mais aussi de la part d'un certain nombre d'autres pays, certains favorables au nucléaire, d'autres surtout favorables au gaz, qui ont dit ah mais oui, mais tout ça va nous empêcher de financer des projets qui sont très utiles, soit à notre transition, soit à notre mix énergétique dans le futur. Donc la France dit, si vous ne mettez pas le nucléaire, à ce moment-là, je n'arriverai plus à financer mes centrales nucléaires que je veux construire. Et certains pays d'Europe de l'Est disent, oui, mais moi, si je veux remplacer mes centrales à charbon par des centrales à gaz, même temporairement, je ne vais pas réussir à les financer parce que ce n'est pas dans la taxonomie européenne. Et donc, ils ont poussé de façon extrêmement forte pour obtenir cette inclusion et en faisant un deal en quelque sorte. Hein, c'est-à-dire que les pro-nucléaires ont fait un deal avec les pro-gaz pour qu'ensemble, ils obtiennent cette évolution. Et c'est ce qui s'est passé. La Commission européenne, dans un premier temps, a dit « Oula, ce sujet-là, on va le mettre de côté. On va mettre d'abord sur la table la taxonomie sans gaz et sans nucléaire. » On l'a fait adopter. Elle a été adoptée en fin d'année dernière. Et elle a dit aux États membres, je ferai une deuxième vague. Donc, c'est un acte, ce qu'on appelle un acte délégué. Hein, c'est une espèce de décret, en quelque sorte. Donc, l'acte délégué numéro 1 a décrit la taxonomie sans gaz et sans nucléaire. Et puis, l'acte délégué numéro 2 traitait spécifiquement du gaz et du nucléaire. Et donc, c'est ce qui est sorti d'abord en draft fin décembre, puis officiellement en janvier, et qui maintenant est sur la table. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'adoption tacite de ça. Il y a 4 mois qui vont se passer, pendant lesquels les États peuvent demander un vote au niveau du Conseil de l'Europe, un conseil des dirigeants des États européens. Il y a peu de probabilité très faible que ça se fasse. En revanche, le Parlement européen peut s'en saisir et voter contre éventuellement cet acte délégué. Voilà, on peut encore espérer ça, mais il y a quand même, il faut bien le reconnaître, la probabilité que ça n'aboutisse pas est maintenant extrêmement faible. Alors, quels sont les problèmes que ça pose, ce sujet de cette inclusion du gaz et du nucléaire? Évidemment, d'abord, le premier problème que ça pose, moi, je trouve, c'est le fait de désavouer de façon extrêmement forte la plateforme Finance Durable. Parce que la Commission européenne met en place une plateforme Finance Durable, qui est encore une fois une institution pérenne, qui est là pour la conseiller dans le long terme. C'est cette plateforme qui va maintenant travailler sur les autres éléments de la taxonomie, sur la taxonomie sociale, peut-être demain sur une taxonomie brune. Et là, finalement, cette plateforme dit de façon extrêmement claire ce qu'elle veut, donne de façon extrêmement claire aussi un avis très négatif au draft qui a été publié fin décembre sur le gaz et le nucléaire, et on lui dit, on ne tient pas compte de ce que vous dites, on passe outre et on adopte quand même le gaz et le nucléaire. Ça, c'est extrêmement mauvais d'un point de vue, je dirais, fonctionnement en fait de ce système-là, puisque ça veut dire que la crédibilité en quelque sorte de ces experts est mise en doute, ou en tout cas qu'on leur dit clairement que des notions politiques viennent dépasser ce qu'ils ont dit sur l'aspect technique. Ça, c'est le premier élément qui me paraît vraiment dommageable. Le deuxième problème que pose cette intégration du gaz et du nucléaire, c'est qu'en fait, on est en train de mélanger des choses qui n'auraient pas dû, enfin, qui je trouve sont de nature différente. C'est-à-dire que au niveau européen aujourd'hui, il y a un débat
technico-politique extrêmement fort sur qu'est-ce que doit être le mix énergétique de l'Europe en 2030 ou en 2050 ou en 2100. Il y a au sein de l'Union européenne des désaccords massifs, majeurs sur ce sujet-là. Il n'y a pas de vision commune aujourd'hui du mix énergétique qu'on doit avoir en Europe. Certains disent qu'ils veulent du nucléaire, d'autres qui veulent du gaz, d'autres qui peuvent aller à 100% d'énergie renouvelable. Il n'y a pas de consensus. Et finalement, au lieu de se dire, eh bien, on va acter, enfin, soit chercher un consensus, soit chercher un équilibre, soit acter de notre divergence, eh bien, on a utilisé, les États ont utilisé ce sujet de la taxonomie pour régler leur compte sur un sujet qui n'avait pas été réglé par ailleurs au niveau du mix énergétique. Et c'est ça qui pose problème, moi, qui me pose problème en tant qu'investisseur, en tant que financier. C'est d'une certaine façon cette prise d'otage qu'il y a eu de ce sujet de la taxonomie par les États et par les politiques pour traiter un sujet qui aurait dû être traité par ailleurs. Or, le fait d'introduire ces éléments dans la taxonomie, en plus, ne règle rien, ne fait pas avancer d'un iota la problématique du mix énergétique en Europe. Elle met en avant simplement un rapport de force aujourd'hui qui existe entre les pays. Voilà. Dernier élément, parce que je ne veux pas monopoliser non plus la parole pendant trop longtemps, mais dernier élément sur ce sujet de taxonomie, c'est que, par ailleurs, cette introduction du gaz et du nucléaire dans la taxonomie, à mon sens, est doublement inutile. Doublement inutile, pourquoi? D'abord, inutile parce que le discours consistant à dire si ces éléments-là n'étaient pas dans la taxonomie, alors on n'arriverait pas à les financer, est pour moi un mythe absolu. Je ne vois pas la difficulté aujourd'hui à financer le programme qui a été annoncé par le président de la République sur les EPR, et enfin, l'ensemble du programme énergétique français, puisque maintenant on en a une visibilité un peu plus claire. Je ne vois pas la difficulté à financer ce programme-là, même si le nucléaire n'est pas dans la taxonomie. Je veux dire, on aurait très bien pu d'ailleurs organiser un grand forum avec les grandes banques et leur dire, écoutez, voilà, on a un grand programme nucléaire à venir avec 6 EPR, est-ce que vous les financez même s'ils ne sont pas dans la taxonomie? Je pense que la réponse aurait été extrêmement claire. C'est évident que le financement d'abord sera en grande majorité public et la partie privée de ce financement qui sera nécessaire, on la trouvera sans aucun problème. De la même façon que les pays qui aujourd'hui ferment des centrales à charbon pour faire des centrales à gaz trouvent du financement aussi pour ces éléments, pour ces nouveaux éléments-là qui sont temporaires et qui donc peuvent être financés de façon différente. Donc le fait d'avoir mis ces éléments-là dans la taxonomie verte ne change rien, je pense, à la nature finançable ou pas de ces projets. Et alors, d'autant plus que, alors, il y a des choses très, très marrantes, c'est que vous savez qu'il y a un autre sujet qui est la question des aides d'État au niveau de l'Union européenne. Et alors, il y a un texte qui vient de sortir sur les aides d'État dans lesquelles il n'y a ni le nucléaire ni le gaz. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas non plus une harmonisation complète de tous les textes européens. Et donc, on voit bien qu'on s'est focalisé sur un sujet parce qu'il était médiatique et parce qu'on voulait en avoir un appui politique là-dessus. Et la deuxième raison pour laquelle ce texte-là est inutile, c'est que le texte lui-même prévoit qu'il y ait une transparence à deux niveaux, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on va pouvoir annoncer le pourcentage qui est compatible avec la taxonomie, à l'intérieur duquel on va devoir ou pouvoir annoncer la partie qui correspond au gaz et au nucléaire. Autrement dit, on va pouvoir diffuser deux chiffres, un chiffre taxonomie sans gaz et nucléaire et un chiffre taxonomie avec gaz et nucléaire. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tous les investisseurs qui sont réellement engagés et qui vont vers une finance durable, eh bien, ils vont utiliser que l'indicateur sans gaz et sans taxonomie. C'est ce qu'on fera évidemment chez Mirova et que beaucoup d'autres feront. Donc, ce qui veut dire qu'en réalité, ça ne changera pas non plus les comportements des investisseurs. Ça ne fera pas investir dans le nucléaire quelqu'un qui ne voulait pas investir dans le nucléaire, comme c'est le cas d'environ 10% des investisseurs européens aujourd'hui. Donc, doublement inutile, très mauvais en termes d'image vis-à-vis de la plateforme durable, et donc, voilà, c'est pas une bonne décision. Moi, je rajouterais d'un point de vue l'autre préjudice que ça apporte, c'est surtout au niveau international, c'est-à-dire que l'Europe est très regardée quand même sur ce sujet et très leader. Et en fait, on voit déjà d'ailleurs d'autres taxonomies, j'ai vu la Corée ou d'autres qui commencent du coup à inclure le nucléaire. Alors le gaz, je ne l'ai pas encore vu, mais c'est évident que ça va être le cas. Et d'autant plus, et on va le voir juste après, qu'il y a un certain nombre de critères en fait dans la taxonomie qui sont associés. Alors,
Sur le nucléaire, je ne suis pas sûr que ça soit trop contraignant, même si les pro-nucléaires en France ont même pleuré sur cet aspect-là. En revanche, sur le gaz, c'est quand même assez contraignant et mine de rien, il y a beaucoup de sauvegardes autour de la possibilité de rendre vers des investissements au gaz. Et je ne suis pas sûr qu'ailleurs, il y ait les mêmes précautions qui seront prises. C'est-à-dire que les gens vont retenir juste, comme le titre des journaux, le gaz est validé dans la taxonomie. Et en fait, c'est évidemment un peu plus compliqué que ça. Sarah, on t'entend pas. Je pense que tu t'es muté. Mais en tout cas, Philippe, ton intervention a fait pas mal réagir. Donc, je ne sais pas si Sarah, tu voulais intégrer quelques questions tout de suite. On t'entend plus. On Ah, t'entend il est là. plus. Sarah, tu dois pouvoir parler là. Non, là, tu es mute. Alors, on essaye de lire sur tes lèvres, mais j'ai pas encore ce don-là. Alors, Philippe, je te propose enfin, même pour vous deux, je vous propose quand même de poser quelques questions immédiatement. C'est tout chaud. Donc, on a une question d'Adriane qu'on connaît bien d'ailleurs. Donc, bonjour Adriane. Je vais la poser. En quoi, alors évidemment, ça, excusez-moi. Bonjour, quand on parle de pollution, est-ce que l'on prend en compte la production, durée de vie, recyclage des panneaux solaires, éoliennes? Parce que Oui, pour l'instant. la réponse est oui. Ok. Alors, la réponse est claire, la réponse est franche. Ensuite, on a Adrien qui nous dit en quoi la non-inclusion du nucléaire ou du gaz dans la taxonomie verte empêcherait le financement de ces activités? Je crois que j'ai répondu tout à l'heure. Hein. Je pense que ça n'empêcherait pas le financement de ces activités. Alors après, certains disent que ça n'empêcherait pas, mais que ça le rendrait plus difficile et avec des niveaux de taux d'intérêt plus élevés. Mais encore une fois, moi, je ne le crois pas. Je pense qu'aujourd'hui, le marché, en tout cas pour ce type d'actifs-là, est à relativement court terme, parce qu'on n'est pas en train de parler de ces actifs dans 5 ans ou dans 10 ans. Dans 5 ans ou dans 10 ans, évidemment, il ne faudra plus les construire, les centrales à gaz, de toute façon. Et donc, dans les années qui viennent, je ne vois pas aujourd'hui la difficulté. Il n'y a qu'à voir, regarder les rapports de Reclaim Finance ou d'autres sur ce que font aujourd'hui les banques en termes de financement des fossiles, et vous verrez que très clairement, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, il y a une vraie problématique d'arrêt du financement des fossiles par le système financier. Peut-être le charbon, sans doute, mais au-delà du charbon, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je les enchaîne, Stéphane et Philippe, parce que je pense qu'on est dessus. Bonjour, faut-il voir un groupe? Alors, c'est Miguel qui nous dit, faut-il voir un groupe comme Total, par exemple, au travers d'un seul code NAS ou de plusieurs codes NAS en fonction de ses différentes activités filiales? Autrement dit, la taxonomie est-elle binaire, good, no good, pour un gérant action? C'est clair que c'est pas. Non, c'est pas le cas. Non, mais c'est pas le cas. C'est-à-dire que la taxonomie s'attache à des activités. Ça s'attache pas à des activités, c'est pas le corporate. Qui est verte ou qui n'est pas verte. C'est une partie des activités de l'entreprise qui est verte et une partie de l'entreprise qui est verte. Et donc, l'entreprise doit discloser, doit expliquer quel est le pourcentage de son activité qui est conforme à la taxonomie. Donc, c'est bien au niveau granulaire de l'activité que ça se passe. Oui, Sarah, on t'entend. Bon, formidable. Voilà, c'est les joies de la technologie, on va y arriver. Peut-être avant d'enchaîner avec le reste des questions, est-ce que Stéphane, tu peux nous en dire un petit peu plus sur la partie vraiment critères, on va dire techniques pour le gaz et le nucléaire? C'est quoi tous ces seuils? Parce que finalement, dire simplement il y a du gaz et du nucléaire à l'intérieur de la taxonomie, c'est une chose, mais en fait, c'est dans un certain cadre avec un certain nombre de seuils, et finalement, ces seuils, c'est ce que Philippe nous disait, ils ne sont pas si faciles à atteindre, voire très compliqués. Donc, est-ce qu'on peut peut-être refaire un focus rapide là-dessus et puis on enchaînera ensuite avec les autres questions? Ouais. Alors en fait, pour reprendre un peu les débats qu'il y a eu au moment où la taxonomie, enfin les premières versions de la taxonomie sont sorties, sur les grands débats, à mon avis, il y en a 3. Alors les gens ont beaucoup parlé du nucléaire et du gaz naturel, mais en fait, il y a eu aussi la biomasse qui est rentrée dans une phase un peu difficile avec, je vous rappelle, entre 2018 et 2020, il y a eu 3 lettres de très haut niveau qui ont été envoyées par des scientifiques
à la Commission européenne, à l'Europe, au président américain, etc., pour dénoncer le fait que la biomasse énergie dans un usage intensif puisse être qualifiée de réellement climat compatible. Et donc, ça aboutit donc à une révision de la directive dite RED 2 qui devient la directive RED 3, etc. Et donc, la Commission, plutôt que de sortir la biomasse comme elle l'a fait pour le nucléaire et le gaz et de, en fait, utiliser, enfin de remettre dos à dos les deux énergies et puis d'avoir un débat spécifique pour chacune d'entre elles. La biomasse, elle a été inclue avec d'une part, donc en s'appuyant sur les nouveaux critères de la directive sur les énergies renouvelables, dont la proposition est sortie le 14 juillet. C'est donc des textes et des critères qui sont en cours de validation. À noter quand même que donc les critères seront renforcés par rapport à ce qui existait avant. À noter quand même que les biocarburants de première génération, c'est-à-dire les biocarburants issus de matières comestibles, ont été exclus pour des applications dans les transports. Donc, ils n'apparaissent clairement pas aujourd'hui dans la taxonomie. Et la production d'électricité uniquement à partir de biomasse uniquement à partir de biomasse pour les grosses capacités de production, elle est exclue. Et donc, tout ça pousse vers à minima une utilisation de cogénération avec évidemment des critères renforcés sur la durabilité de l'approvisionnement des unités en biomasse. Donc, tout ça pour dire qu'il n'y a pas que le gaz et le nucléaire dans la vie, il y a aussi un sujet fort sur la biomasse, et à mon avis d'ailleurs qui n'est pas complètement clos, et je pense qu'on va voir dans les années qui viennent encore le sujet de la biomasse qui va continuer à monter. Sur la production de la production à partir de gaz, donc le premier critère qui a été affiché, c'est les fameux 100 grammes de CO2 par kilowattheure. Donc j'ai mis la meilleure technologie de gaz, et encore là, c'est en prenant en compte que le CO2 émis lors de la combustion, c'est-à-dire ne prenant pas en compte tout ce qui se passe en amont de la filière, y compris évidemment les fuites de méthane, dont le sujet est ressorti il n'y a pas très très longtemps et où on voit qu'il y a un vrai sujet en Russie ou aux États-Unis. Et donc, on voit bien que le 100 grammes de CO2, il est évidemment très éloigné des à peu près 400 grammes de CO2 par kilowattheure d'une centrale triple cycle combiné qui ne fait que de la production d'électricité. Donc, en fait, là, une des manières pour atteindre ce 100 grammes, vous avez deux possibilités. Soit vous mettez un dispositif de capture et de stockage de CO2 pour aller chercher dans les fumées le CO2 de la centrale, soit vous utilisez ce qu'on appelle du gaz vert. C'est quoi le gaz vert? C'est en fait, ça peut être soit du biométhane, ça peut être un mix gaz hydrogène vert aussi, et ça peut être aussi ce qu'on appelle des gaz de synthèse, c'est-à-dire une refabrication du méthane, mais à partir d'éléments durables comme du CO2 qui serait capté par exemple sur une centrale biomasse, et puis de l'hydrogène fabriqué à partir d'électricité ex-éolien ou ex-solaire. Alors ensuite, donc là où le texte a vraiment été ce qui a été proposé finalement dans l'acte délégué, qui a été évoqué tout à l'heure par Philippe, c'est donc une liste de critères, c'est-à-dire si jamais vous voulez valider comme taxonomie compatible une centrale gaz avant le 31/12/2030, donc déjà vous avez quand même un premier cap qui est limité dans le temps. Le vrai critère, donc, c'est plus 100 grammes, mais c'est 270 grammes de CO2 par kilowattheure ou 550 kilos par kilowatt. Alors, pour bien expliquer les deux, donc le 270 grammes, vous comprenez bien qu'il se compare aux 360 grammes de CO2 par kilowattheure. Donc, comment est-ce qu'on peut passer ce critère-là avec du gaz? Il y a une option qui est de faire de la cogénération. Il y a une autre option, comme je l'ai dit, c'est soit d'avoir de la capture et stockage de CO2 ou d'utiliser du gaz vert. Et le 500 kg de CO2 par kilowatt, comment il faut le comprendre, ce critère-là? C'est l'autre façon de faire qui est proposée donc par ce critère, c'est d'utiliser que quelques mois dans l'année votre centrale gaz. Donc, en fait, les critères au kilowattheure, c'est des critères spécifiques. Et les 500 kg, ça veut dire que votre centrale gaz va fonctionner que quelques mois dans l'année. Et donc très, très peu, voilà, que quelques mois dans l'année. Alors ensuite, donc, dans les autres critères, il faut démontrer que vous ne pouvez pas, que vous ne pouvez pas produire la même quantité d'électricité à partir d'électricité renouvelable. Ça doit remplacer une unité de production à partir de fossiles.
ça ne doit pas dépasser la capacité que vous remplacez de plus de 15%, la capacité fossile, j'entends. Ça doit permettre une réduction d'au moins 55% des émissions de gaz à effet de serre de l'unité remplacée. Ça, c'est plutôt facile à faire. Et enfin, à la fin, donc au 31 décembre 2035, vous devez basculer votre unité vers du gaz renouvelable, donc à reprendre donc l'hydrogène, le biogaz ou le gaz de synthèse que j'ai exprimé tout à l'heure. Et enfin, si vous êtes un État membre, il faut soumettre un plan de sortie du charbon. Donc, vous voyez, toutes ces conditions font que votre unité gaz, elle est quand même bien cadrée. Et du coup, mon inquiétude à moi, c'est que le message envoyé à l'extérieur, c'est le gaz est inclus dans la taxonomie verte et que les gens ne retiennent pas tous ces critères qui font qu'en fait, le nombre de cas qui vont être concernés par cette taxonomie, à mon avis, vont être extrêmement faibles. Ensuite, donc, sur le système nucléaire, il y a aussi des critères qui sont affichés. Et dans les critères, vous en avez deux, qui est que le permis de l'unité doit être avant 2040 ou 2045. Donc, 2045 si c'est une unité neuve et 2040 si c'est une unité où vous extendez la durée de vie, vous étendez pardon, la durée de vie. Et parmi les autres critères importants sur la partie nucléaire, il y a surtout ce qui a un peu chatouillé les pro-nucléaires, c'est cette notion d'utilisation, de devoir utiliser à partir de 2025 des combustibles tolérants aux accidents. Et ça, ce sont en fait une désignation un peu spécifique et technique de nouvelles façons d'assembler le combustible nucléaire pour le rendre moins, pour diminuer le risque d'accident. Et à mon avis, les critères sont beaucoup plus durs sur le gaz que sur le nucléaire. Voilà ce qu'on peut en dire. Sarah, je crois qu'on a perdu Philippe dans l'histoire. Ouais, la connexion n'est pas avec nous aujourd'hui. Hein, Voilà. Stéphane, peut-être une question de Malika intéressante suite à ce que tu viens d'exprimer. Que penses-tu des solutions de captage de CO2 à la sortie des cheminées usines? En fait, c'est des solutions qui. Moi, j'ai entendu parler de ce sujet-là depuis les années 90 déjà. Donc, vous voyez, ça fait un paquet d'années maintenant. Et en fait, il y a eu assez peu de réalisations. À date, il y a une vingtaine, peut-être un peu plus maintenant, mais pas beaucoup plus. Il y a une vingtaine d'unités industrielles qui capturent le CO2 et qui le stockent. Très peu sont faits sur des fumées, en fait. La plupart, c'est des cas de capture de CO2 sur des champs de gaz naturel où en fait, quand le gaz sort du puits, il arrive avec beaucoup de CO2 et donc de toutes les manières, vous avez la séparation entre le CO2 et le méthane que vous devez faire avant de transporter le gaz, que ce soit sous forme liquéfiée ou par pipeline. Et donc, et puis le CO2 est réinjecté. Donc en fait, à date, il y a très peu de cas. Les économiques sont toujours assez compliqués. Et puis, il y a un énorme sujet autour du stockage et de l'acceptation du stockage. En particulier, si je peux vous donner deux exemples, en Allemagne, en fait, là où on pensait qu'il allait y avoir beaucoup d'unités de capture et de stockage de CO2, finalement, il y a beaucoup de projets qui ont capoté simplement sur ce sujet de l'acceptation du stockage entre lenders, c'est-à-dire que l'unité souvent de production d'électricité à partir de charbon étant dans un lander et le site de stockage dans un autre, et donc le site qui reçoit le CO2, il dit bah, moi, j'en veux pas de ce CO2 entre guillemets déchets. Et l'autre exemple qui est fameux et qui est connu, c'est aux Pays-Bas, dans un champ déplété de gaz qui s'appelle Barendrecht. Il y a eu une velléité de Shell de stocker du CO2 dans ce champ-là. Et en fait, une perte de valeur du foncier autour une crainte de perte de valeur du foncier autour du champ qui a créé une vraie levée de bouclier. Et finalement, le projet a été abandonné, c'est pas fait. Donc, il y a vraiment des très gros sujets. C'est-à-dire que ce n'est pas que économique, c'est même, il faut trouver l'endroit, il faut arriver à sécuriser aussi le fait que le CO2 reste pendant un paquet d'années, puisque c'est la responsabilité de qui si jamais il y a une fuite. Et donc, il y a vraiment beaucoup de sujets sur le. Donc, mon sentiment, c'est que ces unités, mais je peux me tromper bien sûr, mais c'est que il y aura probablement quelques projets de capture et stockage de CO2, mais je ne pense pas qu'il y ait un sujet. Enfin, j'ai des doutes sur le fait que ça soit massif. Voilà. Merci beaucoup, Stéphane. Peut-être on va laisser la parole à Philippe un petit peu à son tour, peut-être pour rebondir sur cette question de capture du CO2 qui est un premier sujet, et puis aussi en second temps pour parler de demain, d'être un petit peu plus prospectif après toute cette aventure au sujet du gaz et du nucléaire. La question de la taxonomie, c'est encore en work in progress, il y a beaucoup encore à faire, donc qu'est-ce qu'on peut prévoir pour demain? Comment est-ce que, suite, on va dire, un peu à ce désaveu de la taxonomie, comment ça va pouvoir se passer pour la suite? Et Philippe, à toi de jouer.
Oui, je pense quand même que, enfin, autant comme vous avez pu vous en rendre compte, je suis très critique sur ce qui s'est passé sur le gaz et le nucléaire, autant je crois qu'il faut faire très attention à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain et à ne pas en conclure que la taxonomie est morte parce qu'on y a mis le gaz et le nucléaire. Pour une raison, d'abord la première raison, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que de toute façon, comme on va pouvoir avoir la transparence et donc mettre le gaz et le nucléaire de côté, moi je crois que cet acte délégué numéro 2, j'aurais tendance à dire la bonne stratégie vis-à-vis de cet acte délégué numéro 2, c'est de l'ignorer, de faire comme s'il n'existait pas. Et donc, je pense que les financiers, c'est ce qu'ils doivent faire et se projeter justement précisément très vite vers la suite, vers l'avenir, en disant voilà, il y a eu une péripétie, c'est un texte qui ne servait à rien, qui ne servira probablement à rien. Allons de l'avant et continuons à bâtir cet outil qui est indispensable, qui est cet outil de la taxonomie européenne. Alors pourquoi il est indispensable? Parce que ça s'inscrit dans un cadre beaucoup plus large. C'est pas la taxonomie en tant que telle, c'est pas une fin en soi. La taxonomie est un petit peu la pierre angulaire de l'ensemble de cette construction qui est le plan finance durable de la Commission européenne, avec la transparence donc au niveau des entreprises, avec la transparence au niveau des fonds d'investissement, donc les directives qui suivent, hein, la directive SFDR sur la classification des fonds, article 8, article 9, prend en compte, utilise cette taxonomie comme un outil de reporting. Et puis demain, la directive sur le reporting extra-financier des entreprises, la directive CSRD qu'on attend pour cette année 2022, est extrêmement importante parce qu'elle va, je dirais, créer en quelque sorte progressivement cette comptabilité extra-financière des entreprises. Et là encore, la taxonomie est un des éléments clés de cette construction de cet ensemble de reporting au niveau européen. Et puis, cette taxonomie aussi, elle est là pour enfoncer le clou sur un sujet extrêmement important, qui est cette notion de double matérialité, c'est-à-dire le fait que l'on regarde l'impact de... Ah. On a perdu Philippe, tout se passait bien. Zut. Jusque-là, c'était pas mal. La double matérialité a eu raison de lui. Peut-être pour continuer sur cette notion effectivement de double matérialité. Et non, Philippe est de retour, on va l'avoir. Philippe, la double matérialité a tué ta connexion. La matérialité de retour, signal entrant, signal sortant. Donc voilà, non, mais oui, donc cette notion de double matérialité est extrêmement clé parce qu'on sait qu'il y a un vrai débat au niveau international là-dessus avec une vision anglo-saxonne qui est très axée sur la matérialité financière, c'est-à-dire on s'intéresse à tous ces sujets-là à condition qu'ils ont un impact sur les résultats financiers de l'entreprise. Et puis cette notion de double matérialité qui est défendue par l'Europe, on regarde dans les deux sens, ce qui a de l'impact pour l'entreprise, mais ce qui a de l'impact évidemment sur l'environnement. Il y a eu des petits calculs très simples qui ont été faits là sur le résultat des pétroliers, sur le résultat de Total. Si on prend le résultat de Total et qu'on lui enlève le coût du carbone au prix de l'ETS, enfin du prix du carbone européen aujourd'hui, en gros, ça élimine à peu près la quasi-totalité du résultat de Total, alors qu'on est sur une année très exceptionnelle aujourd'hui d'excellents résultats de l'entreprise. Donc, vous voyez bien que cette vision-là de double matérialité va être clairement un élément clé. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller de l'avant sur la taxonomie, voilà, si je dois résumer. Merci beaucoup Philippe. Et je vois qu'il est déjà 12h45, le temps passe vite. On a énormément de questions aujourd'hui. Peut-être Hugo, je vais te laisser les piocher au fur et à mesure. Je commence peut-être par une. Je vois qu'à 12h24, on a Théophile qui nous pose une première question. Et après Hugo, ce sera à toi de jouer pour la suite. Théophile nous dit l'avis positif du Joint Research Center, donc le GRC, au sujet du nucléaire, qui est donc un groupe indépendant et qui est purement scientifique. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut considérer du coup que cette intégration du nucléaire qui avait été soutenue par cette institution dite scientifique indépendante, et vous, qu'en pensez-vous et que pensez-vous du coup de l'avis rendu par ce groupe? En fait, alors, les gens en France, on va dire qu'il y a plutôt un consensus pro-nucléaire, même si j'en suis pas complètement convaincu. Ont beaucoup argumenté autour de ce document du JRC, mais en fait, il y a eu un contre-rapport
euh, qui a été ensuite pour commenter le rapport des experts qui justement contre-argumentent dans l'autre sens. Donc je conseille à la personne qui a posé la question de lire le contre-rapport qui est issu du Shea Institute et qui justement commente le commentaire du GRC. Et du coup, de fait, on voit bien que le consensus n'a pas été atteint et probablement le consensus de part et d'autre du Rhin, comme l'a expliqué tout à l'heure Philippe. Et donc, de fait, oui, ce rapport a probablement jeté des éléments, mais de l'autre côté, qui ont été contrés par une contre-expertise. Et donc, on ne peut pas considérer que ça a été juste, enfin, il a été suffisant pour conclure sur le nucléaire dans la taxonomie. Voilà. Hugo, est-ce que tu veux nous prendre les questions suivantes ou sinon j'enchaîne, comme tu veux? Bah écoute, on en a une de Jean-Charles que je vais lire à l'instant. Donc, ma question se rapproche de celle plus haut. Que risquent 1. Les entreprises, 2. Les investisseurs et banques qui font la promotion d'activités et de produits financiers green, éligibles et pourtant non alignés sur la taxonomie? En d'autres termes, le greenwashing est-il encadré juridiquement au titre de la réglementation taxonomie? Par ailleurs, peut-on promouvoir une activité ou des produits financiers green, pourtant non éligibles à la taxonomie? Et c'est intéressant parce que je pense que ça rejoint la question d'Ania qui nous disait est-ce que la taxonomie verte est coercitive pour les investisseurs et en clair, si oui, comment? Alors, la taxonomie en tant que telle n'est absolument pas coercitive. La taxonomie, c'est une liste d'actifs. Point. Donc ensuite, ce qui peut être coercitif, c'est la façon dont la taxonomie est utilisée dans d'autres textes. Et donc là, en l'occurrence, si on prend la question du greenwashing sur les fonds d'investissement, c'est la directive SFDR qui va s'appliquer. Donc la directive SFDR, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit d'abord que vous devez vous classifier. Quand vous êtes un fonds d'investissement, vous devez dire si vous êtes, alors c'est un peu barbare, mais est-ce que vous êtes article 6, article 8 ou article 9? Et donc, si vous êtes article 6, ça veut dire, vous dites, moi, ces sujets-là, ça ne m'intéresse pas. Donc, on ne vous demande rien. Si vous dites, je suis article 8, ça veut dire, je m'intéresse au sujet, enfin, je prends en compte les sujets environnementaux et sociaux, mais je ne cherche pas à avoir un impact spécifique sur ces sujets environnementaux et sociaux. Et puis, si vous êtes article 9, ça veut dire que là, vous cherchez à avoir un impact positif à travers vos investissements. Aujourd'hui, en Europe, environ 30% des produits se sont déclarés article 8 et 3% se sont déclarés article 9. Alors, ce qui est très intéressant aussi, quand même, c'est que lors du dernier trimestre 2021, plus des 2/3 des flux d'investissement ont concerné des fonds article 8 et article 9. C'est-à-dire que le marché est en train de bouger très, très vite vers ces fonds article 8 et article 9. Donc, la directive SFDR donne des exigences de reporting, donc là qui sont, si vous voulez, coercitives si on veut, enfin c'est des exigences de reporting, si vous ne les respectez pas, bon, vous allez en prison, hein, mais voilà, vous êtes censé les respecter, quoi. Donc du coup, vous avez ces exigences de reporting et ces exigences de reporting sont d'autant plus importantes que vous avez annoncé que vous allez faire des choses. C'est-à-dire, autrement dit, pour l'article 6, elles vont être quasi nulles. Pour l'article 8, elles vont être modérées. Pour l'article 9, elles vont être très importantes, y compris, dans le cas de l'article 9, la décomposition de votre portefeuille par rapport à la taxonomie, c'est-à-dire le pourcentage de votre portefeuille qui correspond à des actifs qui sont green selon la taxonomie. Voilà ce qu'on peut. Et alors, demain, cette taxonomie-là peut être utilisée sur des choses encore plus contraignantes. Je pense notamment à des labels, par exemple. On peut imaginer des labels qui se basent sur la taxonomie. Et donc, du coup, pour lesquels les fonds d'investissement qui voudraient avoir ce label seraient vraiment obligés de respecter un certain pourcentage d'investissement dans la taxonomie. C'était le cas d'un travail qui est toujours en cours, et je ne sais même pas vraiment s'il aboutira, qui est l'écolabel européen. L'écolabel européen était basé là-dessus. C'était de dire il faut en gros qu'il y ait au moins 50% du portefeuille qui soit éligible à la taxonomie pour obtenir l'écolabel européen. Donc voilà le genre de choses qu'on peut faire avec la taxonomie. Donc c'est un outil, la taxonomie. Peut-être en complément, Philippe, sur cette partie, on va dire, risque juridique, finalement, qu'est-ce qu'on risque si jamais on ne fait pas correctement son reporting? Alors effectivement, ce n'est pas écrit textuellement dans SFDR
y compris dans le droit français, si vous ne faites pas votre reporting, on va vous coller une grosse amende et ça va faire mal. Par contre, à l'inverse, il y a quand même des risques juridiques. Si demain, moi, en tant que client final, je me sens lésé parce qu'un fonds d'investissement m'a indiqué qu'il avait mis X% de ses investissements dans des actifs éligibles à la taxonomie et qu'on arrive à découvrir que ce n'est pas le cas, bah, fatalement, j'ai quand même un risque juridique. On peut avoir des épargnants finaux, d'autres institutionnels, des acteurs de marché qui peuvent se retourner. Et donc, il y a un vrai risque juridique. C'est pas juste décoratif. Même des lanceurs d'alerte, comme on l'a vu dans Absolument. le cadre des WS, évidemment, qui finalement aboutit à la fin à un risque de régulation, enfin un risque juridique fort, quoi, c'est sûr. C'est ça. Donc, à la fois un risque de marché, un risque business et puis un risque juridique aussi. Et on va forcément dans le sens de plus en plus de régulation. Donc, il vaut mieux se mettre le pied à l'étrier tout de suite. Peut-être pour enchaîner, je vois qu'on a une question de Adrien qui nous dit « Pour le nucléaire, même si les critères semblent relativement souples par rapport au gaz, pour justifier de son éligibilité, comment est-ce qu'on va pouvoir passer l'étape, on va dire, du DNSH avec les autres éléments de la taxonomie quand on est le nucléaire, justement, parce que finalement, on se dit, OK, le nucléaire est éligible, mais comment il arrive? Il passe d'éligible à réellement taxo-compatible, sachant qu'il y a cette étape du DNSH qui tombe. C'est sûrement plus pour toi, cette question, Stéphane. Ouais, bah, c'est-à-dire que forcément, d'abord, le premier, moi je rejoins le point de Philippe de tout à l'heure, c'est-à-dire que bon, on sait bien que le nucléaire va être essentiellement financé par le public. J'ai lu dans la presse là aujourd'hui même une probable recapitalisation de EDF, donc ça commence comme ça. Et puis derrière, bah, les critères, ils vont être appliqués. Quand on regarde en fait de pied à pied chacun des critères, ils vont être finalement plus ou moins remplis parce que quelque part, il y a eu cette petite niche qui a été créée pour ça. Bon, est-ce que ça va vraiment changer la donne? Moi, je ne suis pas bien sûr, hein. Le vrai sujet finalement pour le nucléaire, il était clair, probablement politique. Et puis, il faisait, en plus, il faut reconnaître que le timing avec la campagne présidentielle en France était enfin, c'était évidemment un hasard, mais in fine, ça a été particulièrement, à mon avis, catalyseur ou des efforts français à absolument faire passer le sujet, quoi. Merci beaucoup, Stéphane. Peut-être on va te garder encore un peu sur une autre question très énergie pour le coup. On a Nicolas qui nous dit « Est-il si clair aujourd'hui que les gaz bas carbone ou de synthèse hors hydrogène font partie de la taxonomie, méthane de synthèse par exemple? Le biométhane subit-il aussi les mêmes restrictions que pour les centrales électriques de biomasse? Donc pas d'intrants de déchets, pas de ressources comestibles, etc. » Est-ce qu'on peut en savoir plus sur tous ces… Alors effectivement, il y a toujours voilà, tout ce qui est… Alors en fait, si on regarde un peu ce qui est en train de se passer, c'est que comme on a vu un verdissement de l'électricité arriver, on est en train de voir un verdissement du gaz. Et on est en droit de se poser des questions. On sait qu'en particulier en Allemagne, il y a eu des dérives de production de maïs pour faire du méthane, et c'est évidemment quelque chose qu'on peut critiquer. Les gros sujets pour le biométhane, c'est l'origine de la biomasse. Donc, je viens d'évoquer le sujet avec l'Allemagne, mais aussi les fuites de méthane sur l'ensemble de la chaîne de valeur depuis la production jusqu'à l'usage final. C'est-à-dire que si on fait du biométhane avec beaucoup de fuites de méthane, ben, on n'a pas un bon produit à la fin. En tout cas, on aura un impact important sur le changement climatique. En ce qui concerne la conversion, c'est pas la méthanation, ce qu'on appelle la méthanation, c'est-à-dire la production de méthane de synthèse à partir de carbone et d'hydrogène, c'est une chaîne qui est quand même assez complexe, hein. Certains l'entendent, on peut l'entendre aussi sous le vocable power to gas, parce que ça veut dire d'abord, premièrement, il faut qu'on ait une source de carbone renouvelable, donc ça veut dire qu'on arrive à avoir du carbone qui vient d'une manière ou d'une autre qui est d'origine végétale, on va dire ça comme ça. Et puis, il faut de l'autre côté de l'hydrogène qui soit vert, et puis qu'on arrive à combiner les deux, et derrière, on arrive à faire de façon aussi rentable que possible, parce qu'à la fin du fin, il y aura une notion de coût. On arrive à distribuer. Donc, ce gaz, donc si on est dans ce cas-là, ben, il n'y a pas de raison, si tant est encore une fois qu'il n'y ait pas de fuite de méthane, il n'y a pas de raison que la filière ne soit pas vertueuse. Mais ce combo entre du CO2 assez vertueux
Et puis de l'hydrogène vertueux, il est pas facile à trouver, quoi, hein, et surtout dans des conditions économiques acceptables. Donc, d'ailleurs, moi, parce qu'il y a certains qui contestent l'aspect technique. En fait, la méthanation, c'est quelque chose d'assez bien maîtrisé, en particulier en Chine, puisque en Chine, il y a une partie du charbon qui est déjà converti en méthane. Donc, de cette manière-là, ils appellent ça d'ailleurs du clean coal, pour la petite histoire. C'est une des appellations du charbon propre en Chine. Donc, c'est quelque chose qui est assez bien maîtrisé d'un point de vue technique. Après, la partie vertueuse de ce gaz de synthèse, elle est à mon avis, difficile à trouver, quoi, hein. Et ce combo-là avec du carbone végétal et puis de l'hydrogène vert est difficile à trouver, à mon sens. Merci beaucoup, Stéphane. Je vais peut-être passer du coup à Philippe cette fois-ci. On a une question sur l'article 9. Selon vous, quel pourcentage d'un portefeuille doit-il être aligné avec la taxonomie si je me dis article 9? Vraie question comme on les aime. Un petit peu d'SFDR. Entre 0 et 100%. Voilà. Non, mais l'article 9, il dit que vous cherchez à avoir un impact environnemental et social. D'abord, vous pouvez très bien ne pas choisir d'avoir un impact environnemental. Vous pouvez très bien choisir faire un fonds qui est ciblé sur des sujets purement sociaux. Je ne sais pas, moi, investir sur toute la chaîne toutes les entreprises qui font du service santé, dépendance et maison de retraite, par exemple. Ça pourrait être un truc intéressant. Voilà, donc l'article 9, il n'est pas ciblé sur le climat. Donc il ne peut pas y avoir de lien direct aujourd'hui ni ciblé sur l'environnement. Donc voilà. Après, je pense qu'il faut aussi attendre que l'ensemble de la taxonomie soit développé. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même, encore une fois, je disais tout à l'heure, la taxonomie aujourd'hui reprend 3 à 4% de l'économie. Donc, on ne peut pas demander à un portefeuille d'avoir 50%, même ce qui était prévu pour l'écolabel était un peu déraisonnable, parce que c'est très différent de la taille de ces activités dans l'économie actuellement. Ça va changer quand on va introduire les nouvelles activités des 4 autres catégories, où on devrait avoir un panel d'entreprises et d'activités beaucoup plus large que ce qu'on a aujourd'hui sur le climat. Hein, tout ce qui aide à la dépollution, tout ce qui aide, toute l'économie circulaire, qui ne sont pas aujourd'hui dans la taxonomie climat, vont se rajouter à ça. Et donc là, on va avoir un pool d'investissement beaucoup plus important. Et donc là, je pense qu'on pourra réfléchir à des labels qui donnent des indications plus claires sur le pourcentage à investir dans la taxonomie. Merci beaucoup, Philippe. On a Malika qui nous pose une question toujours sur les DNSH et qui nous dit: est-ce que ça ne devrait pas être un frein pour la partie véhicules électriques du fait des ressources minières que ces véhicules nécessitent? Ça peut être un frein, mais ma compréhension, c'est qu'à date, ça ne l'est pas. Donc, de fait, effectivement, il peut y avoir un débat ou une discussion, mais pour l'instant, je pense que ça va aller. Et puis en abordant plus techniquement le sujet des DNSH, je pense qu'il y a encore un très gros point d'interrogation pour tout le monde sur la façon dont on les étudie, mesure, sur quel type de critères. Il y a beaucoup de bonnes pratiques, je pense, qui vont aussi se développer sur le marché à l'avenir. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est encore difficile d'avoir des normes, des standards sur la façon dont on les étudie et donc comment on passe cette étape dans les pratiques. Ouais, et puis je pense aussi, juste ça, c'est un petit commentaire que je fais, c'est que en fait, il y a beaucoup de tout le monde, il y a beaucoup de débats qui se cristallisent autour des questions liées à l'atténuation, mais en fait, la situation étant ce qu'elle est, c'est-à-dire une augmentation de la température et probablement donc un changement climatique, les sujets d'adaptation vont, à mon avis, monter de plus en plus. Et je pense qu'on devrait de plus en plus s'intéresser au sujet d'adaptation et d'arriver à bien comprendre. Et l'adaptation est encore plus compliquée que l'atténuation dans le sens où c'est un processus qu'on valide beaucoup plus qu'une activité ou un critère technique de rejet de gaz à effet de serre par kilowattheure ou je ne sais quoi. Et du coup, il y a aussi du coup, de ce fait de transfert, à mon avis, vers les sujets d'adaptation, il y a aussi quelque part un risque de dérive. Il va falloir être assez attentif sur ces sujets-là, à mon avis.
Stéphane, ça va peut-être être encore pour toi. Beaucoup de questions sur la partie un petit peu plus technique. Donc, sur la partie nucléaire, quelles sont finalement les activités qui sont concernées dans l'activité nucléaire? On a quelqu'un qui nous dit, est-ce que le sujet, c'est pas finalement plus les mines d'extraction et les entreprises de transformation de l'uranium plutôt que les producteurs d'énergie finalement? Donc, qu'est-ce qui est côté Bah, nucléaire dans les En activités? fait, le sujet mine, il est sorti de la taxonomie, donc il n'y est pas du tout aujourd'hui traité, hein, je l'ai indiqué au tout début, donc en fait, ça répond en partie à la question. Et le vrai sujet aujourd'hui enfin, d'un point de vue légal, d'un point de vue taxonomie en tant que tel, et donc en fait, aujourd'hui, ce qui est sans juger le cœur du sujet, c'est vraiment la production de la centrale. Après, il y a aussi de mémoire des sujets concernant des dispositifs expérimentaux qui peuvent être qualifiés. Et je pense que les gens ont en tête d'ores et déjà de pouvoir qualifier / inclure les fameux SMR qui ont été annoncés par Emmanuel Macron en octobre. Merci Stéphane. Donc, les petits réacteurs modulaires. Donc, il n'y aura pas que le Vous PR. avez dit qu'il y avait cette partie R&D qui était inclue et on pourra peut-être glisser dans cette partie R&D ce type de sujet. Voilà, exactement. On a Adrienne, bonjour Adrienne, qui nous dit ceci n'est pas une question environnementale, c'est une question de gouvernance. Est-ce que le poids de l'intervention étatique dans le secteur nucléaire compte dans l'analyse ESG de la même manière qu'on pourrait refuser d'investir dans des compagnies qui seraient liées au gouvernement chinois sur certaines questions de l'énergie? En clair, quel est l'impact dans nos choix ESG, dans notre culture ESG de ces enjeux finalement étatiques et comment ça impacte nos choix d'investisseurs? Enfin, je ne sais pas très bien comment répondre à la question parce que objectivement, de toute façon, on n'investira pas dans une structure qui fait de l'énergie nucléaire en Chine, quoi. Nous, donc, mais pas plus que d'ailleurs pour de beaucoup d'autres activités en Chine d'ailleurs. Donc, je veux dire, voilà, des entités qui fassent du nucléaire ou de l'agriculture bio détenues par le gouvernement chinois, je pense que pour l'instant, on aurait quand même beaucoup de mal. Donc évidemment, ça rentre en ligne de compte, le sujet de savoir qui dirige ça, et puis sur le nucléaire en plus, et sur des sujets comme ça, même sur des questions de sécurité, on sait très bien que les problématiques de sécurité et de gestion des déchets sont extrêmement liées à la situation politique des pays dans lesquels ces activités sont réalisées. Donc ça a évidemment un impact majeur. Effectivement, et qui plus est, je pense que il y a aussi le biais culturel. C'est qu'en fonction du pays dans lequel on est un investisseur, on a forcément des biais cognitifs, de toute façon, qui, effectivement, sur la perception que l'on a, nous, en tant que Français, de la Chine, ce que la Chine peut avoir comme perception de tel ou tel pays. Et donc, chaque investisseur de son axe géographique va forcément être influencé dans ses choix d'investissement et pas faire forcément les mêmes. Mais Et puis après, faut garder en tête quand même que l'énergie, c'est un sujet qui est éminemment stratégique et politique. C'est-à-dire que c'est un sujet qui est toujours très suivi par les États et même dans les parties énergie renouvelable, vous avez les tarifs de rachat, les garanties qui sont fournies, etc. Donc quoi qu'il arrive, vous allez. Alors, c'est pas tout à fait la même chose que de co-investir dans une centrale nucléaire que dans une centrale photovoltaïque ou un projet éolien. Mais de fait, l'énergie, comme beaucoup d'autres sujets, mais n'est pas un sujet anodin quand même pour les pouvoirs publics. Jamais. C'est un peu le cœur de tout le sujet de taxonomie. Montre bien que c'est un sujet politique. Eh bien, écoutez, j'ai une bonne nouvelle. Je crois qu'on est venu presque à bout des questions. Je te confirme ça. Si on Ah, a mais non, rien, mais normalement, tout va bien. On est dans les temps, il est 13h03, c'est parfait. Hugo, peut-être quelques mots pour terminer? Non, oui, bah, alors sachez qu'au plus fort de l'audience, nous étions 150. Donc c'est beaucoup. Je connais des éditeurs de logiciels qui ne réunissent pas 100 personnes pour des sujets génériques. Donc merci beaucoup. Merci à vous, Philippe et Stéphane, pour vos sujets, votre présentation qui ont été extrêmement précises. Et je vois que dans les questions, vous les avez poussées, donc la communauté a beaucoup apprécié. Donc peut-être pour la suite, Sarah, donc 2 webinars pour le mois de mars. Est-ce qu'on peut déjà dévoiler le sujet?
Un petit peu, un petit peu. Ouais. Pour le mois de mars, on abordera la question justement de l'accès de tous ces produits financiers dits durables auprès des épargnants finaux, le grand public. Comment on fait pour passer d'un monde SFDR, article 9, objectif durable, vers monsieur tout le monde et leur Ok. perception. Comment on va raconter demain les questions de taxonomie. Ça touche beaucoup de sujets, dont la réglementation MiFID qui va évoluer. Donc, on va essayer de se MIPG. pencher un petit peu et d'aborder ces thématiques. Et on sera avec Anne-Catherine Husson-Traoré de Novetic, et ainsi que l'une de nos membres ambassadrices, Maëlle, qui est de son côté Caramac. experte en gestion de patrimoine et qui accompagne du coup au quotidien des clients finaux. Et en fait, voilà, on va essayer de basculer, de voir comment on vulgarise tout ça à la fin et comment on embarque le grand public dans ces grands sujets de durabilité. Et Hugo, je te laisse peut-être pitcher le second webinaire du mois de mars. Oui. Oui, et puis on vous proposera donc un webinar pratique cette fois-ci avec une société de gestion qui s'appelle HMG Finance, avec laquelle en fait on a mis en place et outillé une stratégie ESG du choix du fournisseur de données brutes jusqu'à l'automatisation des reporting. Et en fait, on va expliquer lors d'un webinar d'1 heure les enjeux, quelles décisions ont été prises, comment on a mis en place en fait toute cette chaîne. Voilà. Donc voilà, un mois de mars chargé. Et puis, on n'est pas encore Thinkerview, hein, on n'a pas encore 1 million d'abonnés, mais je vous propose de terminer par un livre qui, chez Scaleris, nous a pas mal parlé, parce qu'on l'a tous lu, c'est Décarbonons, le Shift Project de Monsieur Jancovici, qui peut vous aider aussi, si vous ne l'avez pas Ouais. encore lu, à avoir quelques pistes intéressantes Attention, sur les Hugo, prochaines c'est préfacé par Jancovici, mais c'est produit par le Shift Project. Je pense que c'est important. Exactement, puisqu'ils C'est un sont travail collectif. ils sont 4 dans la rédaction, c'est vrai. Ouais. Tu as raison de Et préciser. Janco n'a fait que la préface. Et il n'a pas fait les études parce que je peux vous dire qu'il y a une kyrielle, en effet, c'est la synthèse en fait scientifique d'une kyrielle d'analyse. Donc oui, tu as raison de le préciser, ce n'est qu'une préface. Et c'est probablement pour ça que c'est un document de qualité. Travail d'équipe. On a entendu l'argument. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous. On va vous laisser aller déjeuner. Et puis encore une fois, Philippe, Stéphane, merci beaucoup. Je pense qu'on aura on espère vous avoir de nouveau cette année. Et puis, excellente journée à tous. Merci Merci Sarah. Au beaucoup. revoir. À bientôt. Merci à tous. Au revoir.